Et alors, toi qui as vu ce match, faut que tu nous en parles un peu quand même. Sengun, donc, qui a mis 45 points contre Wembanyama. Qu'est-ce qui s'est passé? Décris-nous un peu ce match-up et comment ça s'est fait. Est-ce que c'était que contre Wembanyama? Est-ce que c'est Wembanyama qui, le fameux, non, il peut pas jouer pivot, il est trop fin. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé qu'on a eu autant de points de la part de Sengun contre Wembanyama? Alors, honnêtement, j'aime pas dire ça, mais c'est vrai que Sengun, il y a eu un côté où il a beaucoup joué sur en fait sa physicalité et sa force pure face à Wembanyama. Et en fait, c'était pas une fausse match-up, il y a vraiment eu un affrontement entre Sengun et Wembanyama de ce côté-là, qui au début a tourné à l'avantage de Wembanyama, où il l'a contré 2 fois, je crois, si je dis pas de bêtises. Il y a des séquences assez impressionnantes. Et il s'en est rendu compte qu'une fois sur les deux, Wembanyama. Et le deuxième, il s'est pas rendu compte qu'il l'a contré. Il levait les bras et puis. Ouais. C'est Wembanyama en ce moment, il compte des gens et il s'en rend pas compte. C'est ça. Il garde la balle en main. Il juste, tiens, merci. Mais non mais oui, et Sengun, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup finalement de points sur Wemby où comme dit, en fait, on essaye d'attaquer Wemby qui drop par cette manière-là. C'est-à-dire Wemby, c'est un joueur qui fait un drop, mais fait pas le drop de Brook Lopez, mais qui fait quand même du drop parce que en fait il peut contenir les deux joueurs. Sauf que du coup, en servant Sengun qui a la place d'accélérer et de placer un peu ses premiers appuis, et d'avec sa vitesse un peu et son inertie, mettre un coup à Wemby, c'est vrai que là il se créait de l'espace et c'était assez intéressant. Après, Wemby fait quand même un bon match défensif. Ouais. Parce qu'en fait au bout d'un certain temps, Wemby est sorti de Sengun et est mis sur quelqu'un d'autre, et donc là Sengun va jouer sur Zach Collins, et là on est sur des choses un peu plus classiques où Wemby est dans un rôle un peu de protecteur de cercle en deuxième rideau. Voilà, exactement. Ouais. Donc il y a eu quand même une période sur ce match où Sengun est face à Wemby directement. Là, je crois que la difficulté de ce match-up, c'est que il y a l'écart de taille, certes, mais en fait, Sengun est plus bas, on va dire. Tu sais, oui. Le fameux The Lowest Man Wins, l'homme le plus bas en termes de centre de gravité, il a l'avantage parce qu'il a le leverage. En anglais, excuse-moi, il y a pas de bon terme en français. En tout cas, je l'ai pas encore découvert. Mais voilà, il y a ce côté de centre de gravité, tu pars de plus bas, et en plus il est plus costaud pour l'instant, parce que Wembanyama, c'est peut-être encore une de ses faiblesses, c'est qu'il est encore assez fin, effectivement, donc voilà, c'est pas le même barycentre, je sais pas si vous vous souvenez de vos cours de maths, mais si vous mettez plus de poids sur les mêmes distances, enfin bref, mais voilà, c'est peut-être le truc, c'est qu'il est grand mais encore un peu fin, donc en partant de plus bas et avec des power moves, et j'ai l'impression qu'il a insisté là-dessus, Sengun, sur des power moves, oui. Ça aide, mais c'est pas que les power moves, c'est le fait que Sengun puisse faire et des power moves et une créativité qui est folle en fait, qui est absolument folle, et c'est pas que de la puissance pure, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est pas Zach Randolph, ou c'est pas juste un bully quoi, c'est aussi que Sengun il a des appuis qui sont extrêmement puissants mais aussi très vifs, et une créativité de tous instants, et le fameux Sengun qui part d'un côté, qui part de l'autre, qui fait une feinte d'une épaule côté gauche et puis qui part à droite. Il a une diversité en fait de moves. Exactement. Qui fait qu'il est presque illisible. Exactement, et c'est ça qui fait que Wemby pouvait pas se mettre à fond de je vais stopper ce move, je vais m'ancrer au sol pour stopper ce move. Non, parce qu'avec Sengun, du coup il part sur l'autre épaule, et puis, puis tu te fais avoir quoi. Il a essayé un peu de le faire sur en gros Sengun part sur un hook main droite, donc sur son épaule gauche. Ouais. Et en fait du coup Sengun fait la feinte et de partir de ce côté-là, et il part de l'autre. Et c'est un peu le 1-1 des highlights qui a tourné, parce que Sengun est quand même un joueur ultra spectaculaire, donc il y en a eu plusieurs. Mais oui, il feinte de partir à gauche et il part finalement sur son épaule droite, et Wemby est complètement dans le vent, et après Sengun dunk. Donc c'est assez intéressant, c'est assez impressionnant en fait la créativité qu'il a, comme tu dis, et la diversité quoi. Parce que il peut pas être ancré sur ses appuis, parce que sinon toutes les fans de Sengun et la créativité et la lecture, la réactivité de Sengun qui fait qui voit qu'il est l'adversaire et qui peut s'adapter. Donc Wemby peut pas s'ancrer au sol, et il peut pas non plus être trop léger sur les appuis, parce que sinon il y a juste un power move de Sengun qui lui rentre dedans, et puis c'est fait quoi. Donc après voilà, c'est qu'un match, mais
c'est pas non plus la honte de Sengun, c'est pas n'importe qui Alperen Sengun, hein. C'est pas sur le Basket Lab qu'on va dire le contraire, mais voilà, on sait que en plus il y a ce contre-move de, comme t'as dit, hein, ensuite on enlève Wemby, on le met en deuxième rideau, du coup ça peut aider. Bref, je pense qu'on est parti sur une rivalité entre les Rockets et les Spurs qui peut être vachement intéressante. En tout cas, il y a un scénario optimal qui est extrêmement fun entre ces deux, parce que les deux sont sur la même position, ils vont se jouer 4 fois par an. Ils ont des profils physico-athlétiques et de tellement différents. Exactement, tellement différents. Tactiquement, il peut y avoir des moves et des contre-moves et des contre-contre-moves. Mais juste pour terminer aussi, moi, c'est ce genre de match qui me fait être de plus en plus conscient sur un peu mon analyse de Sengun. Je sais que toi tu l'aimes bien aussi, donc peut-être tu vas pas beaucoup me nuancer, mais ce que j'avais dit au tout début, moi, dans sa saison rookie, c'est, tu sais, la fameuse échelle. Pour moi, le point de bascule, c'est à quel point il peut être fort au scoring. La créativité au passing, on connaît, etc. Les déficiences défensives, ok. Mais tu sais, c'est la fameuse échelle entre Sabonis et Jokic. Ouais. C'est-à-dire, Sabonis, c'est pas non plus un score un peu à volonté, un peu malgré tout, Sabonis. Jokic, évidemment, ça l'est. Et pour moi, c'est la carrière de Sengun, ça allait être déterminé par où est-ce que sur cette échelle il allait atterrir. C'est-à-dire entre juste le hub offensif d'élite qui peut un peu scorer évidemment, mais qui est pas ce côté implacable malgré tout contre des défenseurs d'élite ou contre des schémas d'élite, ou alors de l'autre côté Jokic qui malgré tout il peut scorer. Et j'avoue que j'ai toujours été plus chaud. Je pense que Sabonis c'est encore un meilleur joueur et peut faire plus de choses, etc. Et Sengun est encore jeune, mais j'ai toujours été un peu plus confiant moi sur ce côté-là, sur le scoring. Et ce genre de match, pour moi, me fait un peu dire que me renforce un peu là-dessus, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, sur ce côté de, c'est pas que un dribble and off, c'est pas que un mec qui peut scorer un peu à l'occasion ou qui peut créer un peu, mais pas tant que ça. Je pense qu'il y a un vrai potentiel de création pour moi d'élite. Je sais pas s'il atteindra, mais pour moi, le potentiel est là. Et ce genre de match me conforte un peu là-dedans, quoi. Oui, je suis désolé pour les anti-Sengun, mais moi je suis très 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 confiant pour lui, parce qu'en fait c'est déjà un scoreur qui est au poste bas près du panier, qui a une telle créativité qui est, j'ai pas envie de dire implacable, mais qui est déjà très 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 fort en fait proche du panier. Et pour moi, là où ça va se jouer, c'est aussi et d'ailleurs on l'a vu contre les Clippers qui ont essayé de jouer petit, une petite parenthèse, mais ils ont essayé de beaucoup le prendre à deux. Sengun il a un peu, j'ai envie de dire, tout vu, et sur le short roll aussi, et il avait vraiment fait, en fait il a fait un peu les deux mondes idéaux du coup, oui, voilà. Où un coup il y a le scoring un peu implacable face aux Spurs, et donc le lendemain ou le surlendemain il y a le côté en fait t'es trop implacable, donc tu resserres les défenses, et après là ça libère tout son passing quelque part. Et c'est vrai que pour moi là où ça va se jouer, c'est à quel point son scoring peut s'écarter du panier aussi. Je sais pas si tu vois, mais le one leg qu'il avait un peu abandonné, il l'a repris depuis quelques matchs, et c'est vrai que s'il arrive à avoir un scoring efficace un peu en dehors du panier, pour moi c'est là où ça peut aussi se jouer, quoi. Mais ça rejoint ton idée de, c'est sur le scoring que beaucoup de choses va se jouer pour lui, quoi. Oui. Bon, le jump shot n'est pas encore là. Non. Moi j'ai confiance au toucher de balle et aux fondations. Je suis pas encore inquiet. C'est pas Jokic, ce sera pas Jokic évidemment, mais bon, on y croit. Mais voilà pour cette parenthèse de Sengun contre Wembanyama, et puis Sengun tout court. Oui, effectivement, 14 passes décisives contre les Clippers, et beaucoup de short roll et beaucoup de lecture en mouvement. Donc comme tu dis, quand tu mets beaucoup de pression, il y a le passing qui est débloqué du coup. Donc voilà pour ces Rockets, c'est en progrès, mine de rien, depuis quelques temps, après le passage à vide du milieu de saison. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description, et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.